Enfin, peut-être qu'il faut une jurisprudence sur le plan démocratique. Nous sommes devant un pouvoir qui a fait fi de tous les appels, qui a fait fi de toutes les mises en garde, y compris les mises en garde de sa propre population, et qui a donc décidé d'aller jusqu'au changement de constitution pour pouvoir s'imposer. La lame de fond de tout ça, c'est l'organisation de façon précipitée, après le référendum constitutionnel, qui a imposé la nouvelle constitution, c'est d'organiser de façon précipitée une élection présidentielle anticipée le 20 mars. Le 20 mars 2015, donc, M. Sassou Nguesso s'est à nouveau imposé par la force, il faut le dire, comme président de la République du Congo, au sortir d'une élection dont les conditions valent peut-être d'être répétées ici, puisque les conditions qui ont entouré la situation pré-électorale et per-électorale ne sont pas les conditions d'un pays d'état de droit. Pourquoi? Parce que l'opposition a voulu faire valoir ses droits en demandant un dialogue préalable de façon à asseoir une gouvernance électorale et que chacun des candidats puisse aller concourir avec le même taux d'égalité de chance. Malheureusement, l'opposition n'a pas été entendue. M. Sassou a organisé un dialogue dans son camp avec son équipe et l'opposition, elle, a organisé un dialogue pour essayer de faire entendre une voix dissonante par rapport au diktat du système. Malgré tout, l'opposition a présenté des candidats à cette élection. Les résultats l'ont également été écrits d'avance, puisque M. Sassou est arrivé en tête, selon les résultats de son comité d'organisation des élections, comme président de la République avec 60,39% des voix. Évidemment, lorsque l'on voit tout ça, on se demande de quelle façon, de quelle manière les Congolais peuvent encore reconduire un monsieur comme ça à la tête du pays. Les partisans de M. Sassou vont nous dire, mais pourquoi vous ne vouliez pas que M. Sassou soit élu? Évidemment, c'est un combat sans fin. Mais regardons les choses bien en face. Nous avons un pays qui se caractérise par un certain nombre de chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 4 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. Nous avons 95% de nos exportations qui sont fondées sur le pétrole. Le pays produit à peu près 290 000 barils jour. C'est important. Et ce ne sont pas les productions pétrolières aujourd'hui avec un prix qui est abaissé, mais ce sont des productions pétrolières avec une plus-value. Avec toute cette manne d'argent, le pays connaît près de 70% de ses compatriotes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté qui est de 1 euro. C'est inacceptable. Les populations, aujourd'hui, pensaient que le gouvernement aurait pu profiter de la période de croissance économique pour essayer de diversifier l'économie, parce que c'est là qu'on attend les responsables de l'État. Il faut avoir une vision, il faut se projeter dans l'avenir. Lorsqu'on sait que l'exploitation du pétrole au Congo connaît des problèmes parce qu'il faut aller de plus en plus au large et qu'aujourd'hui le pétrole coûte moins cher sur le marché international, on n'a plus que la tête à mettre, les mains à mettre sur la tête en se disant pourquoi on n'a pas fait avant. Mais il y a d'autres possibilités qui peuvent nous permettre de donner un cap à ce pays. Il faut se baser sur l'agriculture. Nous avons plusieurs terres qui sont arables, qui sont fertiles, qui peuvent être cultivées, qui peuvent être exploitées, mais malheureusement, il y a à peine moins d'un tiers qui soit exploité, et donc les Congolais, même pour manger, même pour s'alimenter, deviennent dépendants du monde extérieur. Nous avons environ 100 milliards de francs CFA à dépenser tous les ans pour importer, y compris les aliments de base. Le riz, même le manioc maintenant, il vient du Cameroun,
des fois ils viennent de Chine, les légumes, alors que c'est un savoir-faire que les Congolais détiennent bien. Vous savez, les chefs d'État africains, au cours d'une déclaration, ils avaient dit il faut investir 10% du produit intérieur brut tous les ans pour développer l'agriculture. De façon que, les pays soient autonomes, qu'ils baissent leur taux d'importation, qu'ils arrivent à transformer les matières premières sur place, mais également l'industrie agro-pastorale, de façon à créer des emplois et à donner un avenir, à dessiner un cap pour ces jeunes Congolais qui attendent, après la fin de leurs études, d'être employés. Malheureusement, ceci n'est pas fait. Bien au contraire. Le plus grave, et ça c'est à décrier, on utilise 5% de ces 10% pour s'armer annuellement. Mais on s'arme annuellement pour quoi faire? Les résultats sont là aujourd'hui. Nous avons une crise post-électorale qui vire en crise armée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans le département du Poul, toujours le même département, il y a des bombardements à la recherche du révérend pasteur Djouli, qui a voulu dire non, et à juste titre, puisque la seule possibilité qu'on laisse aux Congolais de pouvoir s'exprimer, finalement, c'est la violence. Lorsque, de manière démocratique, on essaie de dire que les choses ne vont pas, que le pays va mal, qu'il faut discuter, qu'il faut négocier, qu'il faut parler, qu'il faut s'asseoir pour remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, on n'est pas écouté. Finalement, est-ce que ne faut-il pas donner raison à quelqu'un qui a dit, lorsque le gouvernement exploite les droits du peuple, mais le seul droit qui lui reste à ce peuple-là est le droit indispensable, finalement, c'est la résistance, c'est l'insurrection. Je peux vous couper, merci.